Bon, ben, bienvenue au cours de géomatique pour l'environnement à la MRC Brome-Missisquoi. Je vais vous présenter un peu c'est ça, QGIS, un peu les bases. On va commencer là, tranquillement à faire ça. QGIS, ben, c'est ça. Tout le monde sait, c'est un logiciel libre là, qui a été monté là, par la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire un logiciel libre? Ça veut dire que c'est tous des contributeurs à travers le monde qui le portent. Là. Fait que quand on ouvre la QGIS, on voit tout le temps comme il y a un nouveau nom à chaque fois. Là. Donc, vous pouvez voir que c'est le. Je ne sais pas si je suis capable d'aller le mettre, mais c'est la place où est-ce que le dernier commit a été fait. Là. Fait que là, Firenze, ça doit être quelque part, j'imagine, en Italie ou quelque chose comme ça. Donc, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort, le nom change avec le numéro ici. Mais des versions, comme je disais, il y en a à peu près 1 ou 2 semaines. Là. Fait que, moi, je suis à 3.28. Donc, vous pouvez. Ça va tellement vite, il y en a tout le temps des nouvelles. Fait que vous n'êtes pas vraiment. C'est pas grave si vous n'avez pas la dernière version. Puis, il, il propose aussi tout le temps ici de mettre à jour. Fait qu'on pourrait avoir aussi, par exemple, plusieurs versions de QGIS dans la même installation là, sur le même PC. Fait que là, si moi je tape, mettons, QGIS, ici, là, je pense que j'en ai 3 ou 4. Là. Fait que j'ai 3.28, 3.10, 3.22. Fait qu'il n'y a pas de problème à ça. Donc, on peut rouler à plusieurs instances de QGIS dans la même machine. C'est sûr que si on se met à faire des projets en 3.28, après ça, mettons notre collègue que lui, s'il roule avec la 3.10, ben, il peut avoir des petits problèmes là, au niveau de la compatibilité avec certaines fonctionnalités. Là. Mettons, les étiquettes ne se placent pas à la bonne place, puis euh, des choses comme ça. Fait que c'est ça, fait que c'est un logiciel libre, c'est très malléable comme logiciel aussi. On peut vraiment faire pratiquement qu'est-ce qu'on veut avec. On peut faire, c'est ça, des fonctionnalités, de l'analyse de données géospatiales, des statistiques, des, euh, des combinaisons de couches pour faire des analyses assez poussées. Ça lit à peu près tous les formats de géomatique que tu peux pas imaginer. Quand mettons, j'ai ajouté une donnée, juste pour vous montrer, là, quand j'ajoute le cadastre de Abercorn, si je fais un clic droit dessus, export, donc là, je vais aller chercher tous les formats que ça peut exporter. Là. Donc, même récemment, ça exporte même en format SRI. On peut exporter en shapefile, GeoPackage, en AutoCAD. Il n'y a pas de, il y a vraiment pas de limite en GPX ça pourrait être intégré dans un GPS, en KML qui s'en va dans Google Earth, mettons, même en Excel. Il y a vraiment. C'est ça qui est la force, là, vraiment. C'est que il n'y a pas de limite au format qu'on peut utiliser et exporter. Puis importer aussi dedans. Là, par le fait même, on peut vraiment aller chercher comme un paquet de formats. Après ça, si je fais le tour de l'interface, ici on a ben, c'est ça, tous les menus là, pour faire diverses opérations. Il y a le menu des plugins ici qui est quand même vraiment intéressant. Manage and install plugin. Fait que là, c'est des plugins qui sont développés par la communauté. C'est tous des plugins que tu peux aller chercher qui vont faire certaines opérations là, par exemple, mettons que, je sais pas, il y a quelque chose que vous voulez faire un lien entre, mettons, je clique sur ma carte puis ça rouvre dans Google Earth. Ben, il y a probablement ça, là. Ou dans Google Street View, là, tu sais, là. Fait que là, je taperais, mettons, Street View, là, regarde, il y a des affaires sur Street View. Là, là je les ai jamais essayées. Là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu prends le petit bonhomme, j'imagine, tu le glisses à quelque part, puis ça rouvre Google Street View. Là. Je peux l'essayer avec vous autres, comme je ne l'ai jamais essayé. C'est toutes des affaires que vous pouvez tester, qui sont super le fun. Là, j'ai installé le plugin, je fais close, le petit bonhomme il est là. Fait que là, mettons, je vais essayer, je remets mon cadastre d'Abercorn. Je vais essayer de voir si ça va rouvrir. Je vais aller me promener, mettons, ici, ça c'est la 139, là, en s'en allant vers les douanes. J'ai aucune idée comment ça marche. Street View. Bon.
Je ne sais pas comment ça fonctionne, celle-là. Ben, en tout cas, il doit y avoir une fonctionnalité quelconque que tu cliques à quelque part. En tout cas, il faudrait que je regarde le. Ah, ouais, ça vient de le faire. Fait que c'est comme ça fonctionne. Fait que là, tu cliques sur le petit bonhomme. Après ça, tu cliques sur la carte. Puis ça rouvre un onglet de Google exactement à l'endroit où est-ce que tu as cliqué sur ta carte. Fait que c'est toutes des affaires de même que vous pouvez explorer qui sont super intéressantes. Puis des fois, on pense pas nécessairement à ça. On veut faire des affaires compliquées, mais il y a déjà des choses qui existent. Donc, c'est un petit module pour, pour faire du Google Street View. Je vais aller au centre-ville, mettons, centre-ville d'Abercorn, grosse place. Fait que je me ramasse à aller exactement au bon endroit. C'est toutes des petites fonctionnalités qui sont le fun, qui sont développées par la communauté, parce qu'il y a du monde qui se sont dit « Hey, ça serait le fun d'avoir un Python qu'on pèse dessus, puis on ouvre Google Street View en même temps. » Fait qu'il y a quelqu'un qui a fait « Ah, ben je vais le développer. » Après ça, il le rend disponible à la communauté, puis après ça, ben, tout le monde peut y avoir accès. C'est la même chose avec un paquet d'autres petits plugins. Donc, un plugin que j'aimais vraiment aussi, qui est très intéressant, par exemple, c'est le plugin, si je vais ici dans plugin, ça s'appelle Quick Map Service. Quick Map Service. Moi, je l'ai déjà installé, là. Mais vous pouvez l'installer si vous voulez dans votre environnement QGIS. Fait qu'une fois qu'il est installé, vous allez voir, vous allez avoir un petit onglet ici qui s'appelle Internet. Ah, je ne l'ai pas installé dans celui-là. Bon, je vais l'installer. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on peut avoir plusieurs profils d'utilisateurs. Fait que là, dans le fond, je me suis créé un profil qui s'appelle Pépé Labrie. Et puis, dedans, je ne l'ai pas, le Quick Map Service. Fait que je vais l'ajouter. Plugin. Et puis, il est là. Fait que je vais faire Install. Fait que ça va me faire un petit onglet. Vous voyez ici, ça va être marqué Web ou Internet. Là, moi, c'est ça, il est en anglais, mon QGIS. Là. Mais si vous l'avez en français, ça vient faire un petit onglet qui s'appelle Internet. Vous avez Quick Map Service. Ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un paquet de bases de fonds de cartes qui sont disponibles pour vous autres, là, des photos aériennes et tout ça. Fait que je vais aller dans Settings, puis ici, on peut More Service, et puis là, on peut aller chercher le pack de contribution ici, qui est comme une espèce de deuxième paquet de fonds de cartes. Fait que vous allez voir, quand je vais le rouvrir maintenant, il y a bien plus de fonds de cartes. Fait que là, j'ai Google, j'ai Esri, fait que je peux aller chercher le Esri, le fond de carte satellite. Fait que je vais cliquer ici, fait que ça l'ajoute automatiquement. Donc, je me ramasse avec une belle photo aérienne qui est super récente. Dans le fond, ils ont intégré la photo qui a été prise par Géomon. Là. Fait que c'est la même photo que vous avez probablement accès. Là. Puis, fait qu'elle est dans Esri aussi. Fait que c'est une super belle photo qui date du printemps 2020, là, qui est quand même, ben, c'est la plus récente là, du territoire. Fait que ça, c'est quand même vraiment intéressant là, au niveau des fonds de carte et tout ça. Fait que je pourrais aller chercher, il y en a plein, là, mettons, je voudrais avoir les routes, fait que là, je pourrais aller chercher Google, puis là, je pourrais aller Google Label, mettons. Fait que là, les labels qui se sont mis juste en dessous, fait que je vais le monter un peu. Fait que là, vous voyez, j'ai les noms de rues qui s'affichent, là. C'est pas parfait, là, mais ça donne quand même une idée de qu'est-ce que c'est, là. Fait que c'est comme vraiment le fond de Google avec la photo de Géomon, par exemple. C'est un peu pixelisé, là, mais ça fait quand même la job pour faire certaines petites cartes rapides, mettons, pour localiser certains éléments. Ça peut être vraiment, vraiment le fun. Fait que ça, c'est les plugins. Je vais revenir peut-être à la fin si on a le temps. J'en ai un autre plugin que je voulais vous montrer qui est vraiment intéressant. Ben, en fait, il y a le plugin que j'ai monté pour vous autres, là, qui s'appelle avec la petite feuille de vigne. Ça aussi, effectivement, c'est un plugin là, qui nous permet de faire des recherches là, dans la base de données. Donc, ça aussi, ça fait partie des plugins là, qui sont disponibles. Mais c'est sûr que je ne l'ai pas rendu disponible à toute la communauté de QGIS. C'est vraiment un élément là, qui est personnalisé là, à notre environnement ici à la MRC. Donc, je vais juste l'enlever ici.
Et puis, je voulais vous montrer peut-être un peu comment fonctionne l'environnement général là, de QGIS. Donc, il y a un paquet de choses qu'on voit quand on est dans la carte, là. Donc, ici, on a les coordonnées du curseur quand on se promène. Fait qu'on pourrait ici aller taper des coordonnées pour pouvoir aller pointer à un endroit spécifique. On a l'échelle. Ici, le magnifier, on peut comme faire un zoom, si vous voulez, dans la carte. Là. Ça peut être, c'est des fonctionnalités qui sont intéressantes. On peut faire des rotations. Ici, c'est le système de projection. De facto, on devrait tout le temps être pas mal en ESPG 32188, là, qui est comme le NAD 83 de base qu'on utilise. Là, tout le cadastre est tout fait là-dedans. Il y a aussi, qu'est-ce qui est quand même assez vu, c'est le ESPG 2950, qui est une version, si vous voulez, bonifiée du NAD 83, qui prend en considération plus certaines distorsions là, rendues dans nos latitudes. Par contre, j'ai des petites. Par rapport à ce NAD-là, c'est sûr que tout le cadastre là, il est fait en NAD 83 MTM zone humide. Fait que le fait d'aller chercher le SCRS, c'est comme. Ça change pas grand-chose, là, à mon avis, au niveau de la précision. C'est sûr que quand on a des données LIDAR, puis tout ça, on aime ça qu'ils soient en SCRS parce qu'il y a quand même une modification qui est là. Mais de facto, là, moi, je vous dirais d'utiliser tout le temps celle-là, là, ESPG 32188, puis vous allez avoir pas mal de succès là, par rapport à ça. Ça ici, c'est WGS 84, c'est vraiment la projection qu'on utilise pour, mettons, quand on veut gérer comme les latitudes, longitudes, là, comme c'est la projection qui est utilisée, qui est comme vraiment pour toute la Terre. Là. Puis il y a celle-là ici, Pseudo-Mercator, le 3857, qui est la projection cartographique de Google Maps, là, puis toutes les applications web. Là. Donc c'est cette version-là qui est utilisée. Fait que pour avoir, dans le fond, dans votre environnement, vous avez ici Setting, qui est probablement option en français, paramètres. Donc, dans les options ici, on peut aller setter un paquet d'options, justement. Donc, on peut aller choisir la langue d'affichage de l'interface. Moi, je l'ai mis en anglais parce que les tutoriels et puis toutes les ressources sur Internet sont toutes en anglais quasiment. Il n'y a presque pas de français. Je pourrais le switcher en français ici, le remettre en français. Mais moi, j'aime bien le garder en anglais, ça facilite. Mais j'ai laissé la locale, qui est comme le format monétaire, tout ça. Donc, je l'ai laissé pour Canada français. Là. Donc, c'est vraiment celui-là qui est utilisé, mais l'interface est en anglais. Après ça, vous pouvez, c'est ça, ajouter comme un paquet de petites informations. Comme on peut ajouter une espèce de un petit espace entre les milliers. Ici, c'est pour changer comme les polices d'affichage et tout. Après ça, le reste n'est pas très utilisé. Là, je ne m'en suis pas servi. En tout cas, c'est comme des paramètres pour l'emplacement des fichiers là, de base. Là. Donc, où est-ce que sont situés mes templates? Les templates, c'est comme des espèces de projets, si vous voulez, que vous pouvez utiliser pour faire des cartes là, et tout. Donc, vous pourriez setter ça ici. Après ça, CRS et transformation. Ici, dans le fond, moi, j'ai mis le CRS, c'est le système de coordonnées. Donc, je l'ai mis à 32188, là, qui est comme celui que je vous disais, là, qui est intéressant. Puis, quand j'ajoute une couche, il va aussi le mettre dans ce système-là. Là. Donc, ça peut être intéressant de faire ces petites modifications-là ici. C'est ça. Les transformations ici, c'est quand il y a des couches qui sont dans d'autres transformations, il va aller mettre il va me demander d'utiliser telle ou telle transformation. Donc, ça peut être, c'est quelque chose qui est là, mais ça se met quand même un petit peu à jour tout seul. Là. Donc, en tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'interpeller. Canvas légende, ça c'est intéressant aussi. Canvas, en fait, quand on parle du canvas, on parle de cette section-là ici. Donc, c'est tout où est-ce qu'il y a la carte et les informations géographiques. Donc, quand on parle de sélection, la couleur de sélection, c'est quand on sélectionne des entités sur la carte, quelle couleur qu'on veut que ça soit. Donc, moi, j'aime bien utiliser un jaune comme ça. Ben, c'est le jaune qui est là, mais en fait, moi, j'aime bien utiliser le bleu comme ça. Fait que je l'ai changé au bleu. Puis je l'ai mis avec une petite opacité là, réduite. Donc ça fait que quand je sélectionne des éléments,
ben, sont bleus à la place d'être jaunes, puis il y a une petite transparence. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne après, parce que là, je suis dans les options globales de QGIS. Fait que c'est vraiment les options là, qui sont comme qui sont vraiment pour tous les projets. Tu sais, même si quand je vais ouvrir QGIS, ça va tout le temps être comme ça. Par contre, je peux aussi setter. En tout cas, le reste des options, on peut faire le tour rapido, là. Mais ça, c'est quand on fait la numérisation, on peut aller changer la largeur de la ligne, on peut aller changer la couleur aussi, tout ça. C'est pour. On va faire un petit peu, un petit exercice tantôt, vous allez voir qu'est-ce que ça donne, là. On peut changer les palettes de couleurs, on peut changer, c'est ça, les polices encore. Il y a un paquet de choses. Là, le reste, c'est assez niché, là, fait que je n'irai pas au travers de tout ça, là. Mais on a aussi, là, vous voyez que, vu que j'ai changé, il met à jour. Sauf que là, pour que les changements prennent effet, il faudrait que je ferme QGIS puis je le réouvre. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça ait effet tout de suite, c'est d'aller dans Propriétés du projet. Et puis là, j'ai d'autres propriétés ici qui sont un peu les mêmes, mais qui me permettent que ça soit effectif tout de suite. Donc, là, on parle du projet courant. Donc, si je fais, par exemple, là, il n'est pas savé mon projet, là, mais si je fais un save, puis là, je dis, bon, ben, je vais l'appeler document, je vais l'appeler carte topo, mettons. Carte test. Fait que là, j'enregistre carte test. Là, je pourrais dire, ce projet-là, en soi, juste pour lui, je veux que la couleur de sélection soit bleue comme ça, mon petit bleu de tantôt. En passant, quand vous sélectionnez des couleurs, ils viennent, mettons vous avez sélectionné une couleur, voilà, 5 minutes, mais là, vous voyez mon bleu de tantôt, il est ici, là. Fait que chaque fois que je viens sélectionner une couleur, il prend tout le temps la dernière couleur disponible. Fait que là, mettons, je vais dire, OK, je la veux orange. Je fais OK, je retourne ici, ma couleur orange que je viens juste de sélectionner est là. C'est quand même intéressant, ça, c'est un petit truc aussi, le fun, là. C'est juste pour vous dire que vous n'avez pas besoin de vous rappeler les codes de couleur ou les tels pourcentages de bleu, mais il y a tout le temps la dernière, sont en ordre de sélection, là, si vous voulez. Là. Fait que, comme peut-être hier, j'ai utilisé celle-là, avant-hier celle-là, puis avant-avant-hier l'autre. Donc, je vais mettre ça avec 47%. Après ça, je vais aller aussi me faire dans mes styles. Je peux aussi aller dans mes métadonnées, dire, bon, ben, c'est qui l'auteur du projet, je pourrais changer ça ici, je pourrais dire le type de projet. Donc, on peut changer même le titre. En tout cas, il y a un paquet de choses qu'on peut faire ici, mais c'est vraiment relatif juste au projet. Donc, ici, même CRS, je pourrais dire, OK, ben là, il est dans le 83, mais là, je pourrais dire, ah, ben, ça, là, je fais un projet dans ce système de projection-là. Là. Donc, là, pour celle-là, je vais le laisser comme ça, je vais faire OK. Puis vous allez voir que ma sélection est déjà rendue comme un genre de bleu. Là. Je vais mettre un petit fond pour que vous voyez bien. Là. Attends, je vais dire catégoriser juste un symbole comme ça. Fait que là, c'est comme ça. Je vais aller sélectionner avec la sélection une propriété. Donc, vous voyez, ça devient bleu, puis ça devient transparent aussi. T'sais. Même si ma symbologie, il n'y a aucune transparence dedans, ma sélection, elle, vu qu'il y a de la transparence, mais ça fait qu'on voit on voit comme la photo aérienne en arrière avec la sélection. Là. Ah, fait que ça, c'est par rapport aux propriétés d'un projet. Après ça, si on allait voir un peu, là, ben, il y a toutes les icônes ici, là, j'imagine que vous savez un peu à quoi ils servent. Là. Par exemple, je vais prendre le petit i ici bleu qui me permet d'identifier. Donc ça ici, je mets ma couche en bleu comme ça, fait que ça me permet d'aller identifier une couche, puis il y a un petit panneau qui s'ouvre ici sur le côté. J'ai plusieurs modes de visualisation, donc du plus haut au plus bas, mais je pourrais aussi dire, par exemple, current layer, c'est comme je disais, il fallait que je le mette en bleu comme ça. Mais si j'avais, par exemple, plusieurs couches, là, je vais ajouter une coupe de couches. Et puis là, vous voyez comme j'ai des... pour enlever la sélection, c'est juste ici, le Clear Result. Fait que là, si je voyais, là, j'ai plusieurs sélections, mais là, vu que j'ai mis Current Layer, puis Current Layer qui est sélectionné, je pense que c'était celui-là, c'est comme ça. Sauf que là, si je dis Top to Down, là, ça va toutes me sélectionner
Puis là, je vais avoir comme un paquet de couches ici. Fait que là, à chaque fois, vous voyez qu'est-ce qui est sélectionné ici, là. Après ça, c'est sûr, je peux faire un paquet d'actions avec ma sélection. Par exemple, si je fais mon lot, je peux aller faire un clic droit, je peux zoomer, je peux faire flasher ma sélection. Ça marche-tu? Toggle. En tout cas, là, ça se fait que je pense que ça flash. Euh, en tout cas, on peut faire un paquet de choses là, avec ça. Je vous laisse l'explorer. C'est assez basic quand même. Ici, on a bien sûr les petits onglets là, pour aller. Ici, c'est pour partir de la numérisation, par exemple. Euh, on peut aussi. Il y a la gestion, toutes des étiquettes ici qui est disponible aussi. Je vais peut-être plus faire le tour là, tout à l'heure quand on va faire le petit projet de numérisation. Là. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est ça, c'est bien sûr le petit truc pour sélectionner. Donc, je mets mon truc en bleu. Je peux aller sélectionner. Fait que là, vu que j'ai mis ma couche ici en bleu qui était les lots, je pense. Euh, donc, ça vient sélectionner vraiment la couche que je mets ici, là. Comme ça. Fait que c'est ça. Après ça, une fois qu'on a sélectionné, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, par exemple, là, je vais aller sélectionner comme un paquet de polygones. Je vais faire un clic droit, je vais aller ouvrir la table d'attributs. Donc, on peut voir que j'ai 458 entités dans ma couche. J'en ai 6 de sélectionner. Je peux voir celles qui sont sélectionnées. Je peux faire des tris. Je peux faire un paquet de choses. Je peux aller faire, par exemple, je peux aller faire une requête sur ces entités-là ou sur d'autres entités. Donc, je peux aller sur le petit E ici, qui est pour faire des expressions. Là, ça, c'est un petit peu plus avancé, je vous dirais. Là. Fait que s'il y en a qui sont perdus, ben, je m'excuse de ça. Je vais peut-être juste en profiter pour le montrer à ceux qui sont un peu plus avancés. Donc, pour faire les expressions, ici, on a la section qui s'appelle Field and Values. Donc, ce serait champ et valeurs là, en français. Donc, je peux aller faire des sélections avec des systèmes qui est comme un peu le SQL, si vous voulez, là, mais qui est SQL altéré un peu avec d'autres opérateurs. Là. Donc, je vais dire, par exemple, j'ai déjà ma sélection ici qui est là, j'ai mes 5 stylos, j'ai la superficie. Et moi, on peut imaginer que j'ai, mettons, une sélection qui a comme, mettons, 300 lots. Là. De ces 300 lots-là, même si j'en ai juste 6-7, là, je veux sélectionner ceux dont la superficie est supérieure à 40 000 mètres carrés. Donc, je vais aller ici, je vais dire, là, j'ai plusieurs manières de le faire parce que j'ai plusieurs champs, là, mais je peux aller avec le champ superficie. Sauf que le champ superficie, ici, vous pouvez voir que c'est ABC, donc c'est un champ texte. Donc, je ne peux pas aller utiliser les opérateurs normaux qui seraient comme plus grands que, mettons, 40 000. Ça ne marche pas vu que c'est un champ texte, il va me faire une erreur. Pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi que c'est un champ texte? C'est vraiment poche, mais c'est comme ça. Mais il y a d'autres champs qui sont numériques. Ici, on peut voir Shape Area, qui est un champ numérique, vu qu'il y a un petit 1, 2. Lui, ça va marcher. Fait que lui, on peut voir, j'ajoute le champ Shape Area. Je vais faire un plus grand, plus grand ou égal à 40 000. Puis là, ici, quelle sorte de sélection que je veux faire? Est-ce que je veux sélectionner toutes les entités dans ma couche ou je veux ajouter, par exemple, à ma sélection courante ou je veux enlever de ma sélection courante ou je veux filtrer ma sélection courante. Donc, moi, qu'est-ce que je voudrais faire? Ça serait filtrer ma sélection courante. J'ai déjà comme mes lots sélectionnés pour mon projet, mais je souhaite extraire ceux qui ont plus que 40 000. Fait que je vais faire filter et puis là, il me sélectionne juste ceux qui ont 40 000 mètres carrés et plus de superficie, qui était mon champ ici que j'ai utilisé. Donc, c'est ça qui est quand même vraiment intéressant aussi. Puis, on a accès, mettons que j'aurais pas eu ce champ-là qui s'appelle Shape Area. J'ai accès aussi à d'autres variables. Et puis, ces variables-là sont dans géométrie. Donc, quand on parle de géométrie ici, c'est la géométrie de chacun des polygones qui sont dans la couche. Donc, si je vais ici, il y a aussi un petit truc qui s'appelle $area, qui est en fait
si on regarde ici, $area, c'est quoi? Bien, c'est la géométrie du polygone. Donc, je peux utiliser aussi cette expression-là, $area, plus grand ou égal à 40 000. Là, je vais faire Select Feature pour vous montrer que dans le fond, là, je vais sélectionner pour toute la couche au complet. Donc, vous voyez que ça sélectionne les 136 terrains sur 458 qui ont un Shape Area plus grand ou égal à 40 000 même, mais tu sais, ce champ-là, il n'est pas obligé d'être là nécessairement. Là. Il pourrait ne pas exister, puis il serait affiché pareil. Donc, vous voyez que c'est vraiment tous ces terrains-là qui vont être affichés. Ah, là, ici, on ne les voit pas parce qu'ils étaient en dessous de... Il y avait des couches par-dessus, mais vous voyez que c'est toutes ces couches-là ici qui sont sélectionnées. Donc, là, j'ai utilisé le dollar area, mais je peux aussi utiliser dollar L-E-N-G length. Fait que ça, c'est quoi length? C'est le périmètre. Fait que là, je pourrais dire le périmètre est plus grand ou égal à 40 000, par exemple. Fait que c'est toutes des choses qui sont vraiment intéressantes à avoir, là, comme des petites manières de, de changer les choses. Là. Là, par exemple, si vous n'avez pas de champ qui nous donne la superficie, vous l'avez tout le temps avec les géométries. Là. Puis il y a un paquet d'autres choses là, que vous pouvez aller chercher par rapport à ça, là, qui sont. Il y a beaucoup de verbes. Vous voyez ici, donc c'est perimeter que j'aurais dû utiliser. Length, c'était plus pour la longueur d'une ligne. Donc le périmètre est plus grand ou égal à 40 000. Et puis là, ben, ça a l'air qu'il n'y en aurait pas. Donc je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de. Il n'y en a pas qui sont peut-être 10 000, mettons. On va essayer 1000. Ah, tu vois, là, il y en a 165. Fait que c'est ça que ça fait, ces petites expressions-là. Fait que là, je suis parti vraiment de la couche ici, puis j'ai pu aller faire cette opération-là ici. Fait que là, aussi, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'en ai 165 de sélectionner sur 458. Qu'est-ce que je veux? Moi, c'est pas ceux-là, mais c'est les autres. Fait que je peux inverser ma sélection. Je peux aussi, tout désélectionner. On peut faire des filtres, on peut faire un paquet de choses. Je peux aussi, à cet endroit-là, par exemple, je pourrais aller cliquer ici sur organiser mes colonnes. Je pourrais dire, bon, ben moi, vous voyez, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est le numéro de l'eau, puis le shape area qu'on avait calculé tout à l'heure. Fait que tout le reste, ben, je le désélectionne. OK. Fait que c'est juste ça qui m'intéresse, donc c'est juste ça qui va apparaître dans ma couche. Où est-ce que ces informations-là sont storées? Ces informations-là sont storées, ils peuvent être storés dans le style de la couche. On va voir c'est quoi peut-être un petit peu plus tard. Mais ils peuvent aussi être storés dans le projet. Fait que là, si je sauvegardais mon projet comme ça, ben à chaque fois que je retourne dedans, ben dans le fond, ma couche, elle va tout le temps avoir juste ces deux informations-là dedans qui sont storées. Là, j'ai rien supprimé. C'est vraiment juste au niveau de l'affichage que je suis allé enlever des choses que j'avais pas de besoin. Après ça, je vais peut-être passer aux propriétés de la couche. Donc, cette couche-là ici qu'on a été voir les attributs, quand je fais un clic droit dessus, je peux aussi aller changer les propriétés d'affichage. On est allé un petit peu tout à l'heure, mais je vais peut-être juste vous montrer un peu les divers menus qui sont là. Informations, ben, les informations sur la couche, s'il y avait des métadonnées qui étaient là, ils pourraient être inclus. On peut voir tous les champs qui sont disponibles. Ici, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut aller faire une sélection à la source de la couche. Donc, par exemple, si je vais aller dans le Query Builder, il s'ouvre ici. Et puis là, je pourrais aller chercher mon Shape Area. Puis là, je peux encore dire plus grand ou égal à 40 000. Et puis là, je peux faire le test pour voir que ça va. Fait que là, il me retourne juste mes lots qui ont 40 000 et plus. Donc, les autres ne sont même pas présents dans la couche. Là. Ils sont même pas sont juste pas affichés. Là. Fait que c'est comme si c'est une sélection vraiment à la source. Là. Vous voyez le petit sablier ici qui nous dit, bon, ben, c'est filtré. Là.
Même chose, mais je pourrais faire des sélections sur à peu près n'importe quoi. Là, j'ai ajouté le shapefile des propriétés. Fait que je pourrais dire dans ma sélection Query Builder, je pourrais dire par exemple le propriétaire est like. Puis là, je pourrais dire, mettons, c'est un petit opérateur qui est intéressant, Abercorn. Fait que qu'est-ce que ça va faire? Like, je peux dire I like même. I like, ça ne prend pas en compte la case, donc que ce soit un A majuscule ou un A minuscule, il ne va pas le prendre. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça met, puis avec les petits pourcentages ici, c'est que ça met on appelle ça des wildcards, comme des jokers, si vous voulez. Fait que ça va sélectionner juste les propriétaires qui ont le mot Abercorn dedans. Donc, ça va vraiment me sortir ces affaires-là. Vous allez voir, c'est assez intéressant quand même, là. Donc, je peux faire un test. Fait que ça m'a sorti 33 rows, 33 enregistrements qui ont ça. Donc, vous allez voir que ça va avoir juste, je vais avoir juste juste ce qui est avec Abercorn. Mais j'ai du Abercorn aussi qui n'est pas nécessairement, je vais juste enlever les labels. J'ai du Abercorn qui n'est pas nécessairement la ville d'Abercorn. J'ai aussi, probablement ça c'est une église ou quelque chose comme ça, là. Usine de traitement des eaux usées. Ok, là c'est vraiment la municipalité d'Abercorn. Mais ici, j'ai quoi? J'ai centre communautaire ou quartier. Ça doit être le centre culturel d'Abercorn. Mais c'est pas nécessairement Abercorn qui est propriétaire, mais il y a le mot Abercorn dessus. Là, donc, je pourrais même dire, si je voulais, je pourrais dire, bon, ben, on va y aller avec Muni. Oups, il faut que j'efface le query ici. À place de Abercorn, on va dire municipal. Ça va vraiment me sortir qu'est-ce qu'il y a municipalité dedans. Là. Donc, normalement, on devrait... Ah, c'est ça. Fait que là, vous voyez que le centre communautaire n'est plus présent. C'est vraiment plus comme les rues qui sont sorties, puis les terrains vraiment là, qui sont à la municipalité d'Abercorn. Mais ça sort aussi, c'est ça, s'il y en a qui sont d'autres municipalités, ils sont là. Donc là, ici, je ne sais pas, c'est... Bon, fait que municipalité d'Abercorn. Donc c'est vraiment juste ça qui est sorti. Donc c'est une manière aussi d'aller faire des petites requêtes, le fun, pour pouvoir faire des filtres. Là. Fait que vous pouvez vous amuser avec ça. Donc, vous pourriez dire municipalité, I like, propriétaire, I like municipalité, and là, je pourrais dire, bon, shape area, plus petit que 5000. Fait que là, ça va me sortir vraiment des petits terrains qui appartiennent à la municipalité d'Abercorn. Fait que là, vous voyez que c'est comme, là, c'est vraiment des petits terrains qui sont là, 1235 mètres carrés de superficie. C'est comme ça qu'on réussit à faire des petites analyses spatiales qui peuvent être quand même intéressantes. Là. Si j'ouvre ma table d'attributs, vous voyez que là, dans le fond, j'ai juste 10 attributs, 10 features ou 10 enregistrements dans ma table. Fait que c'est vraiment juste Abercorn, juste qu'est-ce qui a rapport à Abercorn, puis tout ça. Fait que c'est ça la différence entre un filtre puis une requête. Fait que si, mettons, je m'en viens ici, je vais faire souris de droite, je peux aller à mon filtre déjà ici, je vais l'enlever, je vais faire OK. Fait que là, il y a mon filtre qui n'est plus là, mais je vais retourner dans mon... là, je vais faire un refresh, vous allez voir qu'il va en avoir... Ah, peut-être qu'il faut que je réouvre ma table d'attributs. Vous allez voir, il y en a 341. Je vais aller ici, je vais faire ma requête. Puis là, je vais faire juste un paste de ce que j'avais écrit. Je vais faire select. Fait que là, il me resélectionne mes 10 attributs, mais mes 10 attributs, mes 10 features sont dans ma sélection des 341. Là. Fait que c'est juste une petite, je dirais une espèce de petite variante qu'on peut faire. Fait qu'on a nos 10 entités qui sont sélectionnées ici, mais à même la couche là. Pourquoi qu'on ne les voit pas? Parce que j'ai juste des contours dans ma symbologie. Donc, si je changeais ma symbologie puis je mettais un fond, je pourrais dire single label, puis là, je les mettais, mettons, tout en vert comme ça. Vous allez voir que c'est ça, ceux-là qui sont sélectionnés ici sont vraiment comme en vert, pas vert, mais bleu pâle, comme ça. Après ça, si
j'allais dans, ça j'étais dans source ici, symbologie. Donc ici, ben là, on peut faire vraiment, c'est ça, les symbologies, on peut vraiment aller jouer très, très, très creux avec ça. Là. Donc là, j'ai mis une symbologie comme ceux qui sont disponibles de facto. Là. Mais c'est assez simple quand même une fois qu'on comprend comment ça fonctionne. Là. Donc ça ici, on appelle tout le temps ça, ça s'appelle des strokes. Là. Je ne sais pas en français c'est quoi. Là. Mais dans le fond, c'est vraiment la ligne de contour. Et puis, le dedans, c'est fil. C'est tout le temps les fils. Fait que les strokes, ben là, quand on joue avec ça, ben, si on vient jouer avec la largeur, ben, la largeur, vous voyez qu'elle s'augmente. Et puis là, le fill pattern, ici, c'est comme ça, mais on pourrait changer aussi pour, il y a un paquet de choses qu'on peut faire, là, simple fill, c'est vraiment juste un bleu, pas un bleu, mais un fil normal. On peut aller mettre, un raster, je ne l'ai jamais utilisé, là, fait que, comme je dis, ça, vous pouvez vous amuser avec ça. C'est assez. Il y a pas mal de ressources là, qui sont disponibles en ligne. On peut changer. Là, je l'ai mis à 40, il est à 45. On peut changer l'espacement entre chaque, le mettre un petit peu plus près. On pourrait dire, bon, ben, mettons, moi, je veux que les lignes intérieures soient un petit peu plus grosses. Fait que là, je peux aller les mettre à la place d'être airline. Ben là, je pourrais les mettre un petit peu plus grosses. Fait que vous allez voir que ça fait comme un espèce de trucs comme ça. Je pourrais mettre un petit truc de dash pattern de même. Fait que ça me fait. C'est vraiment pas une belle symbologie, là, mais ça fait ce style-là de symbologie. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des étiquettes? J'ai mis une étiquette vraiment compliquée, fait que c'est peut-être pas un bon exemple. Valeur ici, dans le fond, on s'en va mettre une valeur d'un des champs qu'on veut faire afficher. Par exemple, je vais ouvrir ici. Fait que là, c'est mat10 qui est affiché. Mais si je voulais avoir, par exemple, mat10 et puis un autre attribut, donc je pourrais aller faire ajouter des valeurs ici. Là. Donc, mat10, vous voyez qu'on a le petit preview ici qui montre c'est quoi. Mettons que je voulais dire, bon, ben, je veux le matricule puis l'adresse. Fait que là, je m'en vais dans ma section des valeurs et des champs. Je vais aller ici, je vais aller dans mat10 qui est déjà là. Mais qu'est-ce que je vais ajouter, c'est, j'en avais dit, mettons, l'adresse civique. Fait que là, je vais cliquer sur l'adresse civique. Oh, j'ai une erreur, c'est plate, mais ça prend, il faut faire des concaténations de chaînes de caractères. Donc, pour concaténer, c'est ce caractère-là ici, il faut faire comme deux petites barres comme ça. Fait que là, ça me fait un espace, ça me met les deux champs un à la suite de l'autre. Sauf que là, c'est pas super beau parce que ben, ils sont collés, il n'y a pas d'espace. Fait que là, je pourrais dire, ben, concatène-moi un espace. Fait que là, je vais faire un petit guillemet comme ça, un autre petit guillemet, puis je en remets un autre. Là, vous pouvez voir, il m'a mis un espace entre les deux. Fait que là, si je voulais avoir, par exemple, ici, une virgule, bon, là, j'aurais le matricule, une virgule, l'adresse. Je pourrais aussi dire, ben, à un moment là, sur deux lignes. Fait que là, je vais le supprimer. Pour avoir un saut de ligne, c'est \n. C'est tous des trucs, comme je vous dis, quand on le sait pas, on le sait pas, là, mais là, je vous le montre. C'est pas si évident que ça, mais on peut faire ça. Fait que là, je vais le mettre sur deux lignes. Fait que là, vous allez voir, chacune des propriétés sont affichées. On a le matricule et l'adresse juste en dessous. Puis là, on pourrait continuer comme ça, vous comprendrez, à l'infini. Là. Fait que là, je pourrais dire, bon, ben, ajoute-moi un autre dash n comme ça. Puis là, on va mettre le propriétaire. Et puis là, là, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Parce que je n'ai pas mis mon autre symbole de concaténation. Fait que, on va y aller comme ça. OK. Et puis là, on a mon propriétaire s'affiche en dessous. Fait que c'est comme ça qu'on est capable d'aller faire des labels un petit peu plus compliqués. Puis on pourrait aussi, je ne le ferai pas, là, mais on pourrait aussi aller ajouter des conditions, on pourrait ajouter un paquet d'affaires là-dedans. Là. Juste rapidement, je pourrais aller comme Rule-Based Labeling. Puis là, je pourrais dire, ben, en bas de, mettons, 20 000, je ne veux pas que tu me l'affiches. Fait que là, si je zoome out à 20 000, ici, dans mon échelle, les labels ne s'afficheront pas. Vous allez voir que ça fait. Fait que là, je suis comme ça. Fait que là, si je vais
19 000 sont encore affichés. Après ça, si je vais à 38 000, ils ne sont plus là. C'est comme ça qu'on fait pour que les cartes ne soient pas trop chargées de plein de labels. Il y a des choses que on se dit, ben là, ça ne donne rien de faire afficher les noms de propriétaires, par exemple, à une échelle plus petite que 20 000. C'est pour ça qu'on peut vraiment aller. Des fois, j'ai certaines couches que j'ai mis comme vraiment beaucoup de, de classes d'affichage dedans. Là. Par exemple, là, quand on ouvre cette couche-là, vous pouvez voir que, bon, fait que là, c'est 1 au 50 000, il y a telle affaire, puis du 1000 au 1000, il y a telle autre affaire qui s'affiche. C'est ça que ça. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Même chose pour la symbologie. Tantôt, j'en ai pas parlé. Excusez-moi. J'en ai pas parlé, mais on peut faire la même chose avec la symbologie. On peut aller mettre des classes d'affichage en fonction de l'échelle. Après ça, si je vais dans les labels ici, donc vous comprendrez qu'on peut. Il n'y a pas de limite là, avec la manière d'afficher des labels aussi. Là, on peut aller comme mettre. Aller mettre mettre un buffer. Donc, qu'est-ce que ça fait le buffer? C'est que ça nous ajoute comme un espèce de petit truc blanc tout le tour. On peut mettre la manière qu'ils sont placés. Est-ce qu'on les met à l'intérieur, à l'extérieur des polygones? Comment qu'on les fait s'afficher? Est-ce qu'on leur permet d'overlapper la limite du polygone ou non? Est-ce qu'on ici, on a fait juste les labels qui fit complètement dans l'entité. Fait que là, ils ne pourront jamais dépasser à cette manière-là. Fait qu'on peut aller jouer ici avec ça. C'est un art, là, les étiquettes. Puis j'ai pas de solution miracle pour vous. Il faut vraiment c'est essai-erreur. Et puis, ça nous permet de faire des belles cartes, mais c'est quand même compliqué. Là, ici, les champs, vous voyez tous les champs qui sont présents dans la couche, là, qui sont là. Attribute Form, on va y aller tout à l'heure. C'est vraiment intéressant. C'est là qu'on est capable d'aller se faire des petits menus et tout. Display, le reste, c'est assez. C'est un petit peu plus avancé. Là, une couple d'affaires qui sont quand même intéressantes ici. Là, mais je n'irai pas nécessairement là, pour cette fois-là. Après ça, dans le fond, ça fait pas mal le tour des divers composantes de l'environnement de QGIS, donc les couches, les projets. Ici, c'est pour ajouter des données. On peut passer, ici, dans le fond, l'explorateur ici, lui, il nous permet d'ajouter n'importe quelle sorte de données de n'importe où dans tout notre environnement informatique. Là. On peut aussi passer par layer, add layer, puis là, ici, il faudrait déterminer quelle sorte de layer on voudrait ajouter, mais on a plus d'options pour les ajouter, là, par exemple. Mais souvent, moi, je passe vraiment par cet environnement-là là, qui est juste le petit explorateur là, qui est ici. Vous pouvez voir aussi, c'est ça, vu que j'ai enregistré mon projet, j'ai un Project Home qui me permet de voir qu'est-ce que j'ai dans mon répertoire de projets. Là. Donc là, j'ai un paquet de PDF qui sont là. Et mon nom de projet, donc, mais si j'avais des bases de données, là, il serait affiché. Donc, j'ai ajouté mon projet qui est ici. Donc, c'est la zone à l'étude qu'on veut aller caractériser. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre le contour pour que ça soit super cute. Donc, je vais mettre une transparence. Je vais mettre, par exemple, le contour, cette couleur-là. Puis, je vais dire, moi, je vais la prendre un petit peu plus gros, comme ça. Donc, ça me fait une super zone de même. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? Ça serait d'aller catégoriser ce terrain-là en fonction de tous les éléments là, qui sont là. Fait que je vais vraiment partir de zéro. Je vais créer une couche avec vous. Puis, on va faire tous des petits menus là, pour aller numériser. Donc, comment j'avais fait ça? Donc, j'avais été pour créer, par exemple, une couche qui est assez rapidement, qu'est-ce qui est assez facile, on pourrait faire Create Layer, un GeoPackage. GeoPackage, c'est un format qui est vraiment intéressant pour créer des données, des belles données locales. Et
Et puis, ça vous permet, c'est une petite base de données, on n'a pas de limitation au niveau des champs, on peut vraiment aller enregistrer aussi les styles et tout. Donc, c'est vraiment un format qui est très, très, très intéressant pour travailler avec QGIS. Donc, je vais aller dans mes documents. Mon projet, c'est où que je l'avais enregistré déjà? Probablement que je l'avais mis dans mes documents. Je l'avais mis ici, carte test. Donc, on va partir d'un autre projet. Donc, je vais aller ici me créer un nouveau dossier que je vais appeler projet. Et puis, je vais l'appeler projet numérisation. Donc, ça va être le nom de ma couche. Pas de mon GeoPackage. GeoPackage, c'est vraiment comme une petite base de données, vous allez voir. Puis, ici, dans le fond, le nom de ma table, on va l'appeler catégorie. Catégorie terrain, mettons. Puis, le type de géométrie, on va choisir multipolygone, ce qui nous permet d'avoir un paquet des polygones avec plusieurs parties. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter des champs dans notre couche d'information. Donc, on va avoir un champ qu'on va appeler catégorie, qui va être de type texte. Puis le nombre maximum de longueur, on va dire 75. Donc, je vais ajouter ça. Après ça, on va avoir un autre champ qu'on va appeler, par exemple, toponyme. On va dire texte 75. Puis notre dernier, ça va être superficie en hectares. On va dire celui-là, ça va être un de type décimal. Qui va être là. Donc, j'ajoute ces trois champs-là. Ben, vous pouvez voir que ma couche, elle est vide ici. Et puis, si je vais dans mon Project Home, où est-ce que j'étais tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais resaver au bon emplacement. Je vais faire un Save As. Puis là, je vais aller vraiment dans mes documents. Puis là, j'étais dans le répertoire ici. J'avais dit projet. Puis là, je vais dire projet. Fait que mon projet de numérisation est ici. Donc, dans mon projet, j'ai mon projet et ma couche ici que j'ai créée dans la base de données. Donc ici, il pourrait avoir, là, il y a juste une couche, mais il pourrait en avoir 15, 20, là, il n'y a pas de limite. Là. On pourrait aussi exporter certaines affaires dans ça. Par exemple, mettons, on a une zone de l'étude, là, elle n'est pas dans notre GeoPackage. Si je voulais l'exporter dedans, souris droite, Export, Save Feature As, puis là, à la place de Shapefile, je choisirais GeoPackage. Projet de numérisation ici, enregistrer, comment je veux l'appeler, zone à l'étude. J'ai les champs ici, là, je pourrais comme décider de dire, je ne veux pas ce champ-là, par exemple. Mais là, je vais faire exporter. Fait qu'il est rendu là, il me l'a ajouté. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aller chercher le style d'une autre couche puis l'appliquer sur cette couche-là. Par exemple, si zone d'étude, j'avais fait une super belle symbologie, je vais faire un clic droit, style, copier, je vais copier la symbologie, je vais l'appliquer ici. Paste, symbologie. Donc, mon style a été dupliqué. Fait que celui-là, je vais juste l'enlever de ma couche. Donc, maintenant, je suis rendu avec deux couches dans mon GeoPackage. Fait que je vais commencer à catégoriser mon terrain. Pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais devoir aller faire des petits menus là, dans ma couche. Donc, je vais double-cliquer dessus ou j'aurais pu faire souris droite, ouvrir les attributs. Et puis là, je vais aller dans mes attributs. Ici, dans le fond, c'est pour faire des petits formulaires. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre, à place de auto-générer, je vais dire Drag and Drop Designer. Et puis là, je vais dire, le FID, c'est un numéro incrémentiel automatique, je n'ai pas de besoin. On va laisser faire. Sup HA, c'est ma superficie. On pourrait la laisser. Toponyme, on va le laisser aussi. Puis catégorie ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller se créer un petit widget qui s'appelle Value Map. En français, je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, ça doit être valeur de quelque chose. En tout cas, je ne me rappelle pas. Je m'excuse de l'avoir en anglais. Là. Pour ce faire, on
on peut aller donner, par exemple, un alias à ma couche. Fait que la catégorie, ben là, je vais l'appeler KT avec un accent aigu. Catégorie. Et puis là, je vais avoir différentes données que je vais pouvoir insérer dans ma couche. Fait que là, j'avais dit que je voulais caractériser ce petit polygone-là. Donc, je vais avoir une valeur qui s'appelle forêt. Donc, ça ici, dans le fond, value description, c'est qu'on pourrait avoir des codes. On pourrait dire comme, OK, 1, c'est forêt, 2, c'est agriculture, 3, c'est quelque chose d'autre. Mais là, moi, pour l'exercice, on va y aller juste assez simple de même. Après ça, agricole, on pourrait dire résidence. Après ça, on pourrait dire hydrographie. Et puis là, il y avait d'autres choses que j'avais mis. Je pense que c'était pas mal ça, là, mes catégories d'utilisation. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire appliquer. Et puis là, vous allez voir qu'est-ce que la magie opère. Donc, si je m'en vais dans mon terrain, je vais peser sur mon petit crayon ici. Ça met ma couche en édition. Donc, vous pouvez voir que il y a ça, il y a le petit crayon qui est arrivé ici. Puis là, je vais peser ici sur ajouter un polygone. Fait que là, je vais, juste pour l'exemple, je vais aller commencer à numériser ici. Et là, quand que je numérise, j'ai fait un clic droit. Vous pouvez voir que la catégorie est peuplée, donc j'ai accès à ces valeurs-là. Là, je pourrais aller dire, ben non, mais c'est agricole. Et puis là, si j'ouvre ma table d'attributs, bien là, ça me met automatiquement le truc agricole ici. Puis je peux aussi aller le changer à cet endroit-là, si je vais aller le modifier. Fait qu'on va s'amuser un peu avec ça. Et puis, tant qu'à ça, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre champ aussi qui pourrait être intéressant. Fait que je vais paramétrer d'autres champs, je veux dire, puis en ajouter un autre. Donc, je vais enlever ma session d'édit. Est-ce que je veux sauvegarder? Je vais dire non. Mais je vais recliquer dessus. Et puis là, je vais aller ajouter un autre champ. J'avais oublié d'ajouter ce champ-là que je trouvais vraiment intéressant. Je vais dire créer par. Puis là, je vais dire ça va être un champ texte que je vais dire 75. Puis je vais ajouter un autre champ date création. Ça va être un champ date ici. Juste date. Moi, je pourrais dire date and time, mais ça pourrait être juste date aussi. Date and time, c'est un petit peu plus précis. Fait qu'on va avoir l'heure exacte à laquelle ça s'est passé. Ici, commentaire, ben là, je pourrais dire, avoir un petit commentaire, date de création de l'entité par utilisateur. Fait que là, vous allez voir que ben là, il s'ajoute ici dans le petit commentaire. C'est toujours intéressant d'aller écrire des petites choses pour aider les utilisateurs. Fait que date de création créée par. Puis ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est dans mon attribute form. Je vais ajouter ces petits éléments-là. Là, ils ne sont pas présents dans mon drag and drop designer, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste le fermer, je vais le rouvrir, puis il devrait être là. Et voilà. Donc, créé par, je vais l'ajouter ici, puis date de création aussi, je vais l'ajouter. Donc, superficie en hectares, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que ça serait le fun, que ça soit calculé automatiquement. T'sais, on n'est pas à aller faire un calcul à chaque fois qu'on crée quelque chose, que ça se mette à jour. Donc, je vais aller construire une petite expression ici qui me permet d'aller mettre ça à jour automatiquement. Donc, dans mes field and value, donc ici, vous vous rappelez, j'avais dans le fond les attributs, j'avais pas général, mais géométrie. Donc, j'avais la petite possibilité d'utiliser ma géométrie de ma couche. Qu'est-ce que je vais faire avec cette géométrie-là? Je vais la diviser par 10 000. Et puis là, ça devrait me faire automatiquement ma superficie qui va se mettre à jour. Mais je vais faire encore plus, parce que là, il y a du monde qui sont plus avancés. Je vais l'arrondir ma superficie à 1 décimal. Donc, oh, il y a quelqu'un qui me parle ou qui veut rentrer, je ne sais pas. Écoutez, donc je vais l'arrondir à 1 décimal, juste ici. Je vais faire OK.
Et puis, créer par, ici, je vais aller mettre, par exemple, une autre variable qui est vraiment intéressante. On peut aller dans les variables de QGIS, que ça s'appelle, c'est en général. J'ai comme un petit blanc ici. Map peut-être. Mettons qu'on écrit auteur, projet auteur. Donc c'était dans, je ne sais plus c'était dans quelle section. Dans le fond, ici, on peut tout le temps chercher des variables qui. Donc, je disais c'est ça, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter l'auteur du projet ici. Donc, ça va se mettre à jour automatiquement. Puis, ma date de création, je peux même aller aussi et rentrer un paramètre. Donc, ici, c'est une variable qui s'appelle now. Donc, ça me met ma date exacte que ça a été créé. Puis, je peux aussi l'ajouter sur les updates. Donc, je pourrais dire créer par, bon, ben, je vais le mettre sur le update aussi, là. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? Vous allez voir, c'est assez magique. Donc, je repars ma session d'édit. Je vais aller commencer à éditer. Je fais un clic droit. Et puis là, ça vient peupler qui l'a créé, la superficie qui est là avec arrondi à 1 décimal. Mon toponyme, là, ça, j'ai rien mis. Puis ma catégorie ici que je peux aller mettre à jour. C'est quand même intéressant. Je pourrais même dire ben celle-là créée par, on va pas le mettre éditable, fait que la personne ne peut même pas aller changer cette chose-là. La superficie, ici, au lieu d'avoir juste un décimal, je vais mettre 4 décimales. Donc ça va être un petit peu plus précis. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que là, je vais supprimer ça. Puis je vais aller, oui, je vais l'enlever. Donc ça va me permettre de faire ça. Après ça, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller, par exemple, dans mes symbologies, je vais me faire une symbologie par catégorie. Quel champ que je vais utiliser? Je vais utiliser mon champ catégorie ici. Que je vais ajouter, mettons, 4 types de valeurs. Là. Fait que, ici, on avait dit qu'on avait agricole. Là, ici, c'est sûr que moi, je l'ai écrit comme d'avance, mais normalement, on pourrait aussi faire des symbologies sur qu'est-ce qui existe déjà. Là. Mais ça revient comme un petit peu au même. C'est juste un petit peu. Bon. Donc, je vais attendre un petit peu. Bon, est-ce que c'est de retour? Désolé encore, mon ordinateur n'est pas là, il ne collabore pas super gros aujourd'hui. Oui, oui, c'est Bon, de retour, ça a c'est coupé le un petit peu. retour. Bon, ben c'est ça, au moins ça me le dit, fait que je peux prendre des pauses, là. Fait que je vais avec résidence. Après ça, j'avais dit hydrographie. Puis là, ici, hydrographie. Puis là, l'autre, c'était quoi que j'avais dit? J'avais dit, je pense, forêt. Forêt. Fait que le forêt, ben là, on va le mettre un genre de petit vert. Je l'avais mis ici en vert. Et puis, hydro, on va le mettre en bleu. Résidence, on va le mettre en genre de rose comme ça. Et puis, agricole, un genre de jaune. Mettons, jaune comme ça. Puis là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les sélectionner. Je vais faire souris de droite. Je vais changer l'opacité pour toute la gang. Je vais les mettre, mettons, à 66%. Quand que je vais dessiner, ça va me faire déjà quelque chose d'un petit peu plus digeste. Fait que si je vais faire des carrés, je le mets en hydrographie. Ça sort en bleu. Si je fais des carrés, je le mets en résidence, ça devrait sortir rose. Même titre que si je me fais agricole en jaune. Donc, vous comprenez le principe, là. Fait que c'est plus digeste là, de faire ça de cette manière-là. Là, tu sais, c'est ça, là, dans le fond, on aurait pu aussi, je vais vous montrer l'exemple. Fait que là, j'ai fait 3 types de polygones. Je vais faire le dernier juste pour vous montrer comment on aurait pu faire ça aussi. Là. J'avais pas fait forêt, je pense. Fait que là, j'ai forêt. Fait que j'aurais pu aussi aller, à la place des faire d'avance ici, là, j'aurais pu dire fais-les sur catégorie, mettons delete all. Puis là, je les fais classifier. Puis là, il me le sort aussi, tu sais. Il me sort déjà mes classes, mais il met des. Là, c'était plus les mêmes couleurs qui sont là.
Mais on peut aussi comme commencer à numériser une fois qu'on a toutes nos valeurs qu'on a comme utilisées une fois. Ben là, on peut aller faire notre symbologie, puis c'est déjà fait. Là, fait que moi, je l'ai fait à l'envers, là, mais je veux dire, ça dépend vraiment de tous et chacun. Là. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste flusher qu'est-ce que j'avais fait de base. Fait que là, on peut dire de lui montrer ça. Fait que je vais aller numériser, commencer notre super projet ici. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre, je vais aller mettre à jour le mode d'accrochage aussi. Fait que je vais aller dans, ici, on a l'option là, avec le petit aimant qui s'appelle le snapping. En français, c'est accrochage. Pour aller chercher ça, vous devez aller ici et puis aller dans snapping toolbar, mais en français, c'est accrochage. Fait qu'il est comme en haut ici, là. Fait que ça nous permet d'aller comme snapper sur les contours là, des autres polygones puis d'avoir faire un super travail. Fait que je vais mettre le snapping à on. Je vais aller dans la configuration avancée. Puis là, j'ai le petit œil ici qui apparaît. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vouloir snapper sur ma limite de mon projet. Fait que je vais snapper sur les vertex puis les segments. Puis mon terrain lui-même, mes catégorisations, je vais snapper sur les vertex et les segments aussi. Puis là, il y a des tolérances aussi qu'on peut mettre, qu'on peut changer là, si vous voulez. C'est en fonction jusqu'à quel point l'accrochage se fait. Là, c'est assez. Moi, je le laisse souvent comme ça. Fait que là, je vais enlever ça ici. Fait que là, qu'est-ce que ça fait, ça? Vous allez voir, c'est intéressant, c'est que ça vient. Vous voyez que le snapping se met comme ça. Fait que ça me permet de vraiment m'accrocher sur les limites exactes de mon polygone. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller numériser, par exemple, la forêt. Fait que là, je ferai vraiment sur les limites. Là, je pourrais aussi, il y a un autre mode, vu qu'il y a du monde un peu plus avancé, je peux même faire du tracing. Fait que le tracing, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand on suit le polygone comme ça, vous voyez, il suit automatiquement la forme de mon terrain. Des fois, comme là, on dirait qu'il ne veut plus y aller. Fait que là, c'est le moment qu'il faut cliquer. Fait que là, je continue mon tracing. Jusqu'ici, je vais dire jusqu'ici maintenant. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que là, pour cette section-là, je vais juste continuer jusqu'ici. Puis là, je vais aller faire ça comme ça. Là, je numérise ma forêt. Là, je vais très très vite pour... le but, c'est pas de... comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je vais continuer ici, comme ça, comme ça. Le but. Bon, fait que là, j'ai fini ça. Fait que là, quand j'ai terminé, je fais un clic droit. Catégorie, on va aller dire forêt. Toponyme, on pourrait dire forêt 1, par exemple. Là, et puis là, fait que ça me fait ma forêt. Puis là, je pourrais même aller mettre mon petit label que j'avais dit comme mon toponyme. Là. Fait que je vais en profiter pour aller écrire toponyme. Fait qu'il va me mettre ça avec un petit buffer comme ça. Puis le texte, je vais dire bold. Et puis là, il va être noir. Fait que ça va me mettre un beau petit forêt 1 comme ça. Je vais aller numériser, un peu d'hydrographie. Fait que je m'en viens ici. Je vais aller faire mon hydrographie. Là, je suis encore avec le mode tracing, là, mais je pourrais l'enlever. Là, mais je vais le laisser parce que c'était quand même intéressant. Fait qu'il vient me faire ça. J'ai terminé. Souris de droite. Hydrographie. Là, c'est ça. Je pense que c'est mal créé. Mais là, moi, il y a quelque chose que j'aime vraiment changer, en fait, puis je vais vous le montrer. Je vais faire un petit undo parce que je trouvais que c'était pas correct. C'est dans les propriétés du projet. Et puis là, on peut aller faire style. Ah non, c'était dans la numérisation. Là. Ici, dans options. Quand je numérise, moi, j'aime ça que ça soit un petit peu plus clair. Là. Fait que l'épaisseur, je le mets à 3. Et puis ça aussi, je le mets cette couleur-là ici avec une petite transparence. Et puis fill color, je pourrais le mettre aussi comme ça avec une petite transparence. Fait que vous allez voir que je pense pas que ça va être effectif, mais ça fait quand même vraiment intéressant là, au niveau du rendu. Là.
Fait que ouais, c'est ça. Donc, vous voyez que ça devient comme un espèce de... Ça devient bleu. À ce temps, je trouve qu'on voit mieux là, quand on numérise. Fait que j'aime ça changer cette propriété-là. Fait que là, on voit vraiment mieux, je trouve, quand on numérise. Là. Fait que là, comme ça, souris droite, hydrographie. Puis là, je vais avoir même mon petit label qui devrait apparaître ultimement. Je sais pas pourquoi il n'est pas là. Ah, je ne l'ai peut-être pas mis. Il n'y a rien qui apparaît parce que c'est ça, je ne l'ai pas mis à jour. Fait que je vais juste le. Je vais aller sélectionner. Puis là, ici, il y a aussi la possibilité d'aller voir, de cliquer pour modifier comme ça. Donc, je pourrais dire lac 1, par exemple. Fait que là, vous allez voir que le label va apparaître. Fait que je vais aller continuer à numériser. Je vais aller sur ajouter un autre polygone. Je continue avec le mode de traçage. Vous voyez que ça fonctionne quand même assez bien. Ça, si je vais le laisser, par exemple, c'est peut-être pas de l'agriculture vraiment. Là. Je vais le mettre comme ça. Puis là, je vais continuer comme ça. Je sais pas s'il va... Ouais, des fois, c'est ça, il y a comme des petits... il s'est mis à... Là, il a fait comme un espèce de drôle de polygone. Là. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Fait que là, ben, dans ce cas-là, mettons qu'on s'est trompé, ben, on va faire juste un escape. Puis ça va faire qu'on va pouvoir faire repartir un nouveau polygone. Là. Des fois, c'est mieux d'y aller quand on fait du tracing comme ça, d'y aller par section. Là. Vraiment, si on veut faire une bonne job. Là. Fait que je vais y aller juste comme vite de même. Puis au pire, je viendrai faire des petits touch-ups après. Là. Fait que ça, je vais aller faire par exemple, mon agriculture sur le droit agricole, toponyme, je vais dire champ 1. Donc, ça c'est fait. Après ça, je vais aller faire ici mon... Bon, ça s'est fait tout seul. Là. Je vais dire résidence. Je vais dire maison. Oups. Maison 1. Qui est là. Et puis là, ici, je vais aller faire mon dernier bout. Ça devient comme une forêt. Là, des fois, c'est ça. Il faut comme y aller vraiment section par section parce qu'il ne comprend pas c'est quoi la limite du polygone. Là. Fait que là, comme ça, hop, là, il a compris. Ok, je vais aller faire ça, je vais dire forêt. Puis là, je vais l'appeler, forêt 2. Donc, ça me permet d'avoir ça. Ici, pour mon petit îlot de forêt, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. Là, fait que je pourrais aller créer un petit anneau. Là. C'est rare que je m'en sers, fait que des fois, je me trompe aussi. Là. Je vais essayer de le faire comme ça. Puis là, je pourrais dire, ça serait de la forêt. Je pense que ça va fonctionner. Ouais. Donc, vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait. J'ai juste été sélectionner ici l'option Fill Ring, que ça s'appelle. Fait que je peux aller comme créer comme des anneaux dans mon... mettons qu'on disait que dans mon entité. C'est sûr que là, il a pris la même valeur qui était là. Fait que là, il faudrait que je le modifie. Là. Je vais juste faire un undo pour le remettre normal. Mais ici, je pourrais aller le modifier à place de champ 1. Je vais ouvrir ma table d'attributs. Et puis là, à place d'appeler champ 1, je vais l'appeler forêt 2. Forêt 3, par exemple. C'est une petite forêt. Donc, ben, mon terrain, mon projet est terminé. Donc, j'ai été en mesure... Ah, il me manquait un petit bout de champ ici. Là. Donc, j'ai été en mesure de numériser ça. Donc, après ça, là, je peux aller sortir un paquet de statistiques. C'est peut-être ça qui pourrait être intéressant de faire là, par rapport à mon projet. Donc, je vais juste terminer. J'avais oublié qu'il manquait un petit bout ici que je vais ajouter. Donc, le tracing se met à jour comme ça. Sur le droit, je vais dire que c'était agricole. Champ 3. Donc, dans mon projet, maintenant, je pourrais faire aller sortir un paquet de statistiques. Je vais terminer ma session d'édit. Soit que je pourrais aller sortir des statistiques, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est quoi qui est le plus pertinent là, pour le moment. Là.
Par exemple, si je voulais aller voir sur mon terrain au niveau des proportions de chacun des usages, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai un petit plugin que j'aime vraiment beaucoup, moi, qui s'appelle GroupStat. Que je vous moi, je l'ai déjà installé, là. GroupStat ici. Donc, je vous conseille vraiment d'aller l'installer. C'est vraiment, vraiment, vraiment un must, là. Ça nous permet d'aller faire des tableaux croisés dynamiques, mais dans QGIS directement. Fait que pour sortir des statistiques, c'est vraiment assez impressionnant, là. Fait que vous allez voir, c'est quelque chose. Fait que je vais le faire juste pour vous montrer avec mon petit projet, mais après ça, je pourrais le prendre pour faire des statistiques mettons, on va prendre les terrains d'une ville, là, puis on s'amusera, là. Donc, catégorie terrain, qu'est-ce que je voudrais avoir, moi? Ça serait d'avoir par catégorie, je veux avoir la superficie en hectares, et puis je veux la somme des superficies en hectares pour mon terrain. Fait que je veux dire calculer. Fait que il m'a sorti mes sommes par superficie, là. Donc, je peux aller voir, comme ça, je peux le mettre en bleu, je peux dire Feature, Show Selected on Map. Donc, il va aller m'highlighter tout ce qui est agricole. Je pourrais dire, bon, ben montre-moi toute la forêt maintenant. Là, c'est sûr que c'est un très petit projet, là, fait que ça fait pas tant de sens que ça, là. Et puis, dans les colonnes, ben là, je pourrais aller dire, par exemple, je vais changer ma catégorie. Je vais mettre catégorie dans colonne, puis ici, je vais dire par toponyme. Donc, je vais avoir ma rangée, ça va être mes toponymes, puis mes colonnes, ça va être mes catégories. Donc, ça me sort un petit tableau ici. Donc, j'ai tout ce qui est toponyme maison 1, bon, qu'est-ce qui est en résidence, tout ça. C'est sûr que je vais vous montrer un exemple avec un fichier d'une ville. Vous allez voir, c'est quand même impressionnant. Ça fait pas mal le tour là, du petit projet. Je vais ajouter, par exemple, une couche de... Je vais aller chercher beaucoup de monde de Coansville ici. Je vais aller chercher le shapefile, pas le shapefile, mais la couche dans la base de données de Coansville. Je vais zoomer sur la couche. Donc, on va prendre Coansville comme exemple. Donc, je vais ouvrir mon petit groupe stat. Je vais choisir le shapefile pas le shapefile, mais la couche de Coansville. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? On pourrait aller chercher, par exemple, les adresses, mettons les voies publiques, la valeur moyenne des propriétés qui sont situées sur la rue principale à Coansville, par exemple. Donc, j'ai le champ qui s'appelle voie publique. Et puis là, les valeurs, on va aller chercher la valeur de l'immeuble. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la valeur moyenne. Donc, on va prendre le average ici, qui est la moyenne. Et puis, dans mes colonnes, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre je pourrais mettre les usages. Ça pourrait être intéressant. Ou les types de bâtiments. Parce qu'il y a une colonne qui s'appelle type de construction. Donc, là, je vais avoir toutes les voies publiques, les types de construction et la moyenne de bâtiments pour... Mais là, en fait, là, j'ai dit pour la rue principale, mais ça le ferait pour toute la ville au complet, là. Mais je pourrais filtrer, je pourrais dire ici un filtre, je pourrais dire voie pub égale à... Là, je peux avoir une sélection. On va juste s'aider un peu parce qu'il y en a... Si je tape principal est là-dessus, il faut peut-être que j'écrive rue. Rue principale. Donc, OK. Et je vais faire un calculate. Donc, pour la rue principale, les maisons, les propriétés avec à étage mansardé, à étage entier de plein pied, voici les valeurs moyennes des propriétés.
Là, c'est sûr que je pourrais, comme c'est ça, là, enlever ce filtre-là, puis là, ça nous donnerait vraiment plus un aperçu de toutes les villes, de toutes les rues, par contre. Donc, j'ai calculé pour toute la ville de Cowansville la valeur moyenne par rue des maisons de plein pied à étage entier, à niveau décalé. Ça ici, ceux qui n'ont pas, c'est à cause que c'est probablement qu'il n'y a pas de construction, là. Donc, c'est probablement des, euh, des terrains vacants ou des parcs ou des choses comme ça, là. Fait que je peux aussi zoomer sur toutes les propriétés, par exemple. On va aller sur la rue Mooney, une super belle rue. Donc, sur Selected, donc ça me zoome sur toutes les propriétés de la rue Mooney en fonction de la valeur moyenne des maisons. Là, j'aurais pu ajouter aussi comme d'autres catégories, par exemple, type de construction, mais je veux aussi avoir, par exemple, le lien physique qui va me donner, c'est un autre type de, vous allez voir qu'est-ce que ça donne là. Donc, ça va me donner plus de rangées ici. Donc, je vais avoir pour chacune des catégories, si c'est un bâtiment détaché ou si c'est un bâtiment en rangée, tout ça. Donc, là, on vient de décupler les données, là. Donc, j'aime vraiment mon petit tableau qui me permet de faire tout ça. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que moi, j'aimerais ça pouvoir l'exporter. Donc, je vais faire copy all to clipboard. Je vais m'ouvrir un petit Excel. Et puis là, je vais aller dans Excel, là, ici. Je vais faire un CTRL-V. Fait que je me ramasse avec mon tableau croisé dynamique directement dans Excel. J'ai toutes les propriétés, les valeurs des maisons par rue. Fait que c'est vraiment intéressant quand même. Là, je pourrais aussi... écoutez, il n'y a pas de il y a pas de limite là, aux analyses. Là. Vous comprendrez qu'on peut faire. Là, si on se mettait à croiser des données, on pourrait aller calculer assez rapidement la longueur de cours d'eau par propriété, si vous voulez, par rue, ou quelles propriétés sont, mettons, dans des zones inondables, c'est quoi la valeur moyenne. Je ne sais pas si vous avez des idées de quelque chose qui peut être fait, là. Donc, c'est assez limité là, au niveau des analyses, là. Je pourrais aller dire, par exemple, je vais enlever mon lien physique, puis je vais dire, filtrer sur, ben là, peut-être juste avoir, mettons, les constructions qui sont plus récentes que 2000, là. Construction est plus grand ou égal à, par exemple, on pourrait dire 2020, 01, 01. Là, on peut toujours faire le test. Bon, donc ça fonctionne. Donc j'ai été date de construction plus grand ou égal à 2020, 01, 01, calculé. On peut voir toutes les maisons quand même assez récentes là, qui ont été ajoutées. C'est sûr qu'il y en a, il y a des rues probablement qui en a pas parce que c'est pas les nouveaux développements, là. Mais donc ça a l'air d'être pas mal, c'est ça, où est-ce que ça. Il y a des nouveaux développements là, qui sont sortis, là. Fait que c'est ça, c'est assez intéressant comme fonctionnalité là, d'analyse, là. Peut-être que je pourrais vous montrer une autre possibilité qui est quand même le fun. J'avais mis ça dans les exemples, là. Par exemple, si vous recevez un plan qui est numérisé, puis vous aimeriez ça, voir où est-ce que ça arrive là, sur la carte, là. Ça, c'est assez facile quand même, là. Je vais aller dans Home, ici, Documents. Donc, j'avais un plan ici qui s'appelait le cours d'eau Morpion et ses branches. Donc, c'est un PDF, là. Donc, c'est vraiment, je peux vous le montrer, ça ressemble à quoi, là? Donc, c'est un plan ici qui est vraiment, c'est des travaux de cours d'eau qu'on fait à chaque année, là, pour creuser des cours d'eau, là. Donc, c'est vraiment un plan là, qui a été fait par des consultants. Donc, ce plan-là m'a été envoyé. Puis c'est un vrai cas, là, dans le fond. Mais on n'a pas nécessairement les détails là, de où est-ce que c'est, puis
on sait c'est où, mais on n'a pas les détails comme des éléments sur la carte. Donc, qu'est-ce que j'aime faire, c'est les numériser. Donc, je vais faire un zoom to layer. Donc là, il va me l'afficher dans le milieu de nulle part, là. Donc, mes coordonnées, vous pouvez voir, c'est probablement quelque part en Amazonie, là, où c'est au centre de. Au centre de pas de la Terre, là, mais c'est sûr que c'est pas là. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais le géoréférencer, ce magnifique plan. C'est sûr que là, je sais qu'il est il me semble qu'il est à Saint-Ignace de. Je pense que c'est à Saint-Ignace de Stanbridge. Fait que je vais ajouter, pour ce faire, je vais ajouter mes limites de l'eau de Saint-Ignace de Stanbridge. Comme ça, je vais pouvoir vraiment le géoréférencer à la bonne place, là. Donc, j'ai ajouté mes limites de l'eau. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller ici dans Layer, ou non, dans Raster, Plugin. C'est où déjà? J'ai comme un petit blanc, conversion. Ici, GeoReferencer dans Layer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, il faut que je le rajoute ici. Donc, je vais juste aller le rechercher de nouveau, là. Donc, je vais aller dans Documents. On avait dit que c'était dans ici 2023. Plan. Mon PDF il est juste ici. Donc, je l'ajoute dans mon projet. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le mettre en plus grand pour que tout le monde voit. Donc, j'ai des numéros de l'eau ici qui sont affichés. On ne voit pas super bien, là. Donc, ici, 4 376 017. Puis, je vais essayer d'aller pogner le coin ici de ce lot-là, par exemple. Puis là, je vais aller cliquer sur ma carte. Fait que là, il faut bien sûr que je réussisse à retourner sur ma carte. Donc, on avait dit 4 376 017. 4 376 017, ça devait être dans ce coin-là. Je vais essayer de faire une recherche en même temps. 376 017. Je vais faire flash. Ou zoom to. Il est là. Donc, je l'ai retrouvé. Donc, j'avais cliqué où, moi? J'avais cliqué ici, qui était juste au nord ici. Je pense que c'est ce point-là. Bon, fait que là, je vais dire... je peux aller entrer une nouvelle coordonnée. Donc, j'en ai une deuxième que je peux aller entrer. Donc, je vais aller prendre, par exemple, le coin ici de... C'est mieux de prendre des points qui sont quand même un petit peu plus espacés, là. Je vais aller prendre le Y ici du chemin, par exemple. Puis l'autre, je vais aller cliquer sur mon canevas en espérant pouvoir le retrouver. Je pense que j'ai perdu mon premier, par contre. Je pense que je ne fais pas la bonne chose. Excusez-moi. Je vais cliquer à n'importe où, là. Je vais essayer de recommencer. Je pense que je me suis trompé. Bon, voici mon premier point. On avait dit que c'était... misère. 376 060. Excusez-moi. Zoom. Bon, il est là. J'avais dit que c'était ici. OK. Donc, ce point-là est là. Je vais aller prendre un autre point. Je vais essayer d'y aller assez simple, là. Donc, le deuxième point, je vais essayer de prendre le bas du terrain ici. Aller cliquer. Je pense que c'est ici. C'est ça. Qui est comme ça. Je vais essayer ici, là. Comme je vous dis, j'étais un peu
peu mélanger avec ça. Je vais essayer comme ça. Je vais dire OK, mettons. Fait que là, je pense que c'est pas la bonne place que j'ai pris. Mais je vais quand même dire, je vais essayer de le faire. Là. Ça va sûrement être tout croche. Là. Donc, je vais dire mon output file, on va l'essayer comme ça. Il me demande un nom, je vais dire OK. Puis normalement, il devrait me l'ajouter. Bon, j'ai pesé play. Donc, il me l'a ajouté ici. Donc, ici, je vais fermer ici. Et puis là, donc, il est venu me le placer. Là, c'est sûr que c'est vraiment pas un bon exemple parce que je me suis un petit peu trompé dans dans mes points. Il faudrait que je le refasse comme il faut. Là. Mais vous voyez le type de choses qu'on peut aller faire. Là, je pourrais aussi modifier celui-là qui est déjà là en allant. Il y a même un plugin en fait que j'utilisais pour ça qui me permettait de le faire aussi. Là. J'utilisais géoréférence. Freehand Raster, c'est celui-là que j'utilise moi d'habitude. L'autre, il vient avec. Celui-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il nous permet de l'ajouter. On peut aller le mettre comme ça. Document. Plan. Donc, je vais l'ajouter. Il vient nous le mettre ici. L'autre, je vais juste l'enlever complètement. Donc, celui-là, je pense que c'est un que j'avais déjà... je l'avais-tu déjà référencé? Non, ça, il n'était pas à la bonne place. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller le mettre au bon endroit là, avec mes deux move raster, je veux dire, avec 2 points. Donc, je vais essayer d'aller retrouver mon petit coin ici, comme ça. Puis là, l'autre, je vais l'enlever. Je vais aller le chercher. C'était où déjà? Je vais zoomer ici. Fait que je vais aller chercher mon petit coin ici. Et puis là, attendez, je suis un petit peu mélangé comme ça. Ça me permet d'aller le placer au bon endroit. En tout cas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, là, mais ça se fait bien d'habitude quand tu n'es pas en train de faire une démonstration de live. Je vais aller juste chercher, par exemple, attends, je vais essayer ici. Là. Ah, je pense que je l'ai. Et voilà. Bon, donc c'est ça. Là, j'ai réussi à le faire. Ça m'a pris une couple de petites shots là. Mais vous voyez que, en fait, là, j'ai comme mon plan qui est ici, qui est un peu transparent. Fait que là, tu sais, je peux aller faire les petits ajustements finaux. Oups, là, je pense que je vais le placer juste au bon endroit exactement. Il y a des petits ajustements à faire, là. On peut le voir avec la photo aérienne. Vous voyez que là, c'est plus nécessairement bien scalé. Là. Je pense que je l'ai refucké avec mon autre affaire, là, malheureusement.